Je suis allé le 10 février 2025 au contre-sommet de l'IA organisé par Eric Sadin, philosophe, auteur sur les enjeux de l'IA, philosophe politique, et Éric Barbier, journaliste à l'Est républicain. Je vais en faire un petit résumé de ce contre-sommet, qui sera pas du tout un résumé complet, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et que j'ai pas tout gardé en tête. Et ensuite, je vais parler rapidement d'une réflexion sur ce que révèle ce qui se passe actuellement et ce qu'ont pu témoigner les personnes de ce contre-sommet et la société dans laquelle on va aller. Et les besoins qui vont être nécessaires, auxquels il va falloir répondre pour la suite. Et donc oui, des témoignages, parce que ça a été une journée entière de témoignages au Théâtre de la Concorde à Paris. D'abord, il y a eu toute une partie sur les effets de l'IA, des IA génératives sur l'environnement, avec notamment Guillaume Pitron, un journaliste qui est auteur de Voyage au bout d'un lac, et qui nous a donné un rappel assez intéressant sur toute l'industrie extractiviste des minières et de tous les minerais qui sont extraits, notamment au Congo, le coltan qui fabrique les condensateurs, l'étain pour les soudures électroniques, l'intium qui permet d'avoir un écran tactile, le germanium pour la technologie Wi-Fi, ou encore le lithium et le cobalt qui servent pour les batteries. Tout un tas de minerais qui sont utilisés pour les smartphones, donc pour les outils numériques en général, et qui font partie de toute l'industrie numérique qui, peut-être on pourrait nous dire, ça n'a rien à voir avec l'IA, mais en fait, l'IA est efficace seulement parce qu'il y a des données. Et ces données sont générées principalement par les smartphones. Donc en fait, tout est lié. Et donc l'impact sur l'environnement, c'est l'effet rebond. C'est des choses qu'on ne voit pas directement lorsqu'on voit une requête Google, lorsqu'on fait une requête Google ou lorsqu'on fait qu'on utilise ChatGPT avec un prompt. Mais ça va être un effet qui va en fait se traduire à travers le transitement des données via des câbles sous-marins, des satellites, le stockage des données via des data centers, l'utilisation d'électricité pour alimenter les data centers et d'eau pour rafraîchir tous ces équipements. Et donc l'extraction des minerais aussi, comme quand je vous en ai parlé, dans des réserves naturelles importantes, notamment au Congo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a, je pense, pas mal de communiqués sur le sujet. Dans un deuxième temps, ils ont parlé dans ce contre-sommet des effets sur l'éducation. Ce qui était vraiment assez perceptible. Donc on avait plusieurs intervenants. Noël France Fressancourt, inspecteur régional en design et métiers d'art. Stéphanie Desvancet, conseillère nationale pédagogie et numérique à l'UNSA. Et en fait, ce qui ressort beaucoup des intervenants, c'est à quel point les profs sont complètement dépassés par ce qui se passe actuellement dans la relation avec les élèves. Est-ce qu'ils doivent laisser les élèves seuls face à l'IA dans l'apprentissage de la pédagogie? Ils essaient d'adapter les devoirs pour que ceux-ci ne soient pas des rendus écrits, pour que ce ne soit pas facilement généré par des IA. Et il y a aussi toute la question qui était posée de à quel point certains profs, voire une proportion importante de profs, commencent à perdre
le sens et l'intérêt de leur travail. Si par exemple, petit à petit, on propose à des profs de générer leurs cours, d'être équipés par des outils pour générer leurs cours, on présente ces cours générés par des IA à des élèves qui utilisent pour répondre aux questions et aux énoncés et aux devoirs maison eux-mêmes des IA pour rendre le texte, qui ensuite sont donnés, ces rendus, ces travaux, à des profs qui vont eux utiliser des IA pour corriger ces mêmes devoirs. À quel moment intervient la pensée humaine? Est-ce qu'on a besoin de pensée humaine? Donc ça c'est pour l'éducation, pour l'avenir de l'éducation. Et Eric Sadin faisait une intervention intéressante où il disait: est-ce qu'on voit venir le jour où nos enfants dans quelques années nous diront: mais à quoi ça sert d'aller à l'école si une machine peut écrire à ma place, peut penser à ma place, peut-être? Bref. Troisième partie, c'est l'effet de l'IAG, l'IA générative sur le travail. On a eu Sandrine Larizza, syndiquée à France Travail, Habib El-Ketani, qui est un délégué syndical de Solidaire Informatique, Marie Véron, qui travaille à la Poste et à la Banque Postale, qui expliquaient donc tous les trois que dans des grandes institutions publiques, actuellement, qui ne sont pas vraiment que publiques, mais qui, actuellement, une transformation est à l'œuvre et, le but de cette transformation, c'est d'intégrer de plus en plus d'IA et de ainsi baisser la masse salariale de toutes les institutions. Et donc, de permettre, pas de permettre, mais de pousser des personnes à la porte. Et d'utiliser de plus en plus un rapport très étroit à la machine et aux recommandations dans le travail. Et un grand nombre, c'était hyper intéressant là, notamment le témoignage de Sandrine Larizza qui expliquait à quel point un grand nombre d'agents à France Travail pouvaient être complètement désorientés et perdre le sens de leur mission en étant davantage au contact d'une machine à remplir des statistiques et à répondre à des recommandations d'IA plutôt qu'à un public humain. Quatrième partie. Ça a été toute c'était en deux parties, donc il y a eu d'abord les trois premiers thèmes que je vous ai présentés, puis dans un second temps, après une pause, on a parlé des effets, il y a eu des témoignages sur les effets de l'IA, des IA génératives, sur les métiers de l'information et de la culture. Donc en trois parties cette fois, cette deuxième partie a été divisée en trois. D'abord on a parlé de l'écriture, avec donc Éric Barbier, du journaliste, on a eu Pauline Tardieu-Collinet, de l'association Cher Ernos, Thomas Pereira, un interprète, traducteur, Ghislaine Pujol, Guilde des scénaristes, Romain Prota, syndicat des scénaristes. Tous ces témoignages parlaient de certains métiers qui sont complètement, en ce moment, mis aussi remis en question par l'IA, par les technologies d'IA générative, notamment le métier de scénariste. Évidemment, il y a eu cet événement aux États-Unis avec les IA génératives qui ont voulu remplacer, entre guillemets, en partie les scénaristes pour les scénarios à Hollywood. Il y a eu évidemment des mobilisations et ça a fait beaucoup de bruit. Au-delà de ça, les témoignages étaient vraiment touchants parce qu'ils nous permettaient de nous rendre compte également du fait qu'il n'y a pas du tout la même profondeur. Je vais essayer de vous retrouver le moment où j'ai pu avoir exactement l'information sur la question du métier de scénariste. Où en fait certains traducteurs qui ont des années de métier en fait nous expliquent que les résultats peuvent être parfois
sans cohérence au niveau de la syntaxe, un vocabulaire assez faible, pas de cohérence au niveau discursif. Et en fait, ça pose beaucoup de questions pour des personnes qui ont déjà des années de métier en tant que scénariste sur leur capacité à fournir une bonne interprétation, une bonne traduction. Eux, ils vont être capables de voir la différence entre une bonne traduction et une traduction basique qui pourrait être faite par une machine. Là où peut-être une personne qui n'est pas du métier ne va pas forcément faire la différence, parce qu'elle aura d'autres objectifs en tête, notamment les patrons des entreprises de traduction. Et ça pose encore une fois la question liée au niveau des facultés en fait, des individus en termes de psychologie, de neurosciences, sur leurs facultés psychologiques supérieures, de capacité à résoudre de manière autonome certaines problématiques intellectuelles, comme la traduction. Donc on a eu ensuite la question de l'image, avec des comédiens, Vincent Elbaz, comédien qui s'est déplacé et qui faisait le témoignage du fait que dans son métier, petit à petit, on lui proposait d'avoir de moins en moins de techniciens sur un plateau, pour de plus en plus, notamment la question du maquilleur, le maquillage, qui de plus en plus serait retouché par des IA. Et lui, il parlait du fait que voilà, peut-être que c'est un gain de temps, mais qu'il prenait plaisir, lui, à discuter avec le maquilleur. Et que ça faisait partie du métier. Et de tout un aspect de socialisation qu'on peut commencer à perdre en diminuant le nombre de personnes sur les plateaux, en les remplaçant petit à petit par des modèles d'IA générative. Et évidemment, toute la question de l'animation avec Jean-Jacques Launy, Frédéric Maupom, qui était dessinateur de BD également, qui ont partagé également leur témoignage sur la création d'images, d'animation. Je vais aller assez vite parce que cette vidéo va être trop longue. Et enfin, la voix, pour finir, avec Patrick Cubain, artiste, interprète, Brigitte Lecordier, qui en fait faisait les voix VF de Oui Oui et de Sangoku, qui nous a partagé un témoignage mais tellement fabuleux et tellement touchant, qui est une grande personne dans le milieu de la, des doubleurs de voix VF, et qui demandait en fait au public si les histoires qu'on a envie de raconter à nos enfants plus tard, dans les prochaines années, on veut qu'elles soient racontées à haute voix et racontées et écrites par des robots. Et cette personne-là, Brigitte Lecordier, nous parlait vraiment, après avoir peut-être fait 40 ans dans le doublage, de aujourd'hui ce qu'elle permet comme ce qu'elle veut porter comme idée, comme combat, où elle expliquait qu'elle avait réuni 163 000 signatures pour protéger les voix françaises en France, le doublage des voix françaises, à travers son association Touche pas à ma VF, et que finalement le ministère de la Culture n'avait pas forcément envie de reconnaître ça, n'a pas forcément écrit de dialogue, en tout cas à l'époque, le 10 février 2025. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. 15 minutes, c'est pas assez long pour évidemment décrire les 8 heures de ce contre-sommeil qui ont été vraiment extrêmement denses en témoignages de personnes de multiples secteurs d'activité professionnelle, souvent qui avaient 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle et qui témoignaient de la transformation, la mutation qui arrive dans la société. Et finalement,
Éric Sadin, au début, je vais vous retrouver la note que j'avais prise, nous posait une question que je trouvais intéressante, c'est qu'il disait que finalement une humanité qui commence à être de plus en plus absente à elle-même, c'est son expression, ça va, ça va créer quelque chose de terrible. C'est une humanité qui va devenir sans corps et sans esprit. Si on n'est plus des humains si ce ne sont plus des humains qui éduquent les jeunes générations, si ce ne sont plus des humains qui font le travail, si ce ne sont plus des humains qui génèrent de l'écriture, des symboles, de la voix et de l'image, est-ce qu'on n'aurait pas accès à une société sans corps et sans esprit, plus capable de réfléchir? Il dit que c'est un crime, que ce serait un crime pour tout le génie qui est logé en chacun d'entre nous. Et c'est intéressant parce qu'il pose la question de quel va être notre rôle sur Terre. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, parce que le but pour moi, c'est pas forcément de vous dire que voilà, c'est sûr qu'en parlant de tout cela, ça donne un point de vue sur l'IA qui est vraiment très noir, très, très sombre. Et pour autant, on ne peut pas non plus se cacher en essayant de résister au phénomène qui est à l'œuvre, parce que quand on a un tsunami face à nous, on a beau essayer de lui dire arrête-toi, voilà, on se rend bien compte de la difficulté de lui faire entendre raison à ce tsunami. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui arrive là, avec ce qui se passe pour la société, pour les humains? Ce qui s'est passé à ce contre-sommet, c'est un symptôme de des besoins qui vont émerger dans le futur pour l'humanité, des besoins en termes de sens. Il va y avoir une crise de sens qui va arriver. C'est ça la réalité. De plus en plus de personnes ne sauront plus quelle va être leur utilité, parce qu'en tant qu'être humain, ils n'auront plus vraiment de valeur à apporter à cette société-là. Et donc il y a un aspect social qui est énormément à prendre en compte. Et donc, le besoin vraiment qui va devoir être pris en compte, c'est celui-là, c'est celui de notre utilité, trouver un sens à notre existence en tant qu'être humain. Et c'est l'un des axes sur lequel j'ai envie d'apporter de la valeur sur cette chaîne dans les prochains mois, les prochaines années. Parce que ce genre d'événement qui met un petit peu à ciel ouvert ce qui se passe de manière cachée finalement dans notre société, ça va sûrement encore de plus en plus s'amplifier. Et c'est une conséquence sociale de l'IA qui est à prendre en compte. La vision de l'inaction en cognition, en sciences cognitives, c'est de prendre en compte l'ensemble du background, l'ensemble des influences, qu'elles soient biologiques, psychologiques et sociologiques. Et donc là, clairement, il va y avoir quelque chose à faire dans les années à venir. Allez, ciao!